ce drame du côté de Colbison, Simon Metsengue, est-ce qu'il y a des mots pour seulement raconter avant d'imaginer, même expliquer? J'ai vu certaines images et je prends cette histoire d'homicide ou du moins de suicide avec les pincettes. C'est un peu trop facile de le dire. Elle s'est donné la mort. Qui était là quand elle s'est donné la mort? Personne. Personne n'était quand elle donnait la mort à ses enfants. Et nous pensons que nous sommes en droit d'exiger de l'autorité judiciaire de faire une enquête minutieuse. Voyez-vous, il y a aujourd'hui, depuis quelque temps... Sauf qu'elle s'exprime elle-même. Des féminicides. On l'entend dans la vidéo également où elle dit ce qui s'est passé un peu. En quelques mots. Elle dit, elle s'est réveillée pour dire qu'elle était... Vous n'avez pas vu la vidéo, elle n'était pas décédée quand on a découvert le drame. Elle n'était pas encore décédée. Oui, mais la vérité, c'est quoi? C'est que il faut faire une enquête. Oui, ça c'est normal. On ne peut pas se contenter de ce qui se passe là. Moi, je dis une chose encore. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que nous avons vécu depuis quelques temps aujourd'hui des féminicides. Et c'est devenu un peu plus récurrent. C'était lors de la crise post-électorale, une dame qu'on a assassinée comme ça, elle n'était même pas elle n'était pas parmi les grévistes, elle a trouvé la mort. Quelque temps, on a dépêché une autre femme ici on appelle ça comment, à Oja, du côté d'Okola, un homme a tué sa femme, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va un peu dans tous les sens. Je crois qu'il faut que ça s'arrête un peu. Oui. Il faut que ça s'arrête maintenant. Et quand je dis ça s'arrête, ça veut dire que pour ce cas de figure, il faut questionner le monsieur avec qui elle vit. Il ne faut pas penser que... parce que moi, c'est trop facile, laisser tuer, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des gens qui peuvent pousser d'autres à la mort. C'est aussi irresponsable, même si c'était le cas, c'est très irresponsable. On ne peut pas se permettre d'avoir 3 enfants, ainsi de suite, et les mettre dans une situation d'instabilité de la sorte, parce qu'on est un homme, ainsi de suite. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne va pas contrôler ses pulsions et autres. Donc je crois que... Est-ce que ceci peut justifier cela? Si votre homme est infidèle, non, je suis en train de dire que, premièrement, je pense que ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'il faut faire une enquête minutieuse et le premier suspect doit être son conjoint. Et ça c'est clair et net. Donc, au terme de l'enquête, on pourra tirer les conséquences. Si c'est vraiment cela, on verra bien. Mais c'est quand même curieux. C'est-à-dire que, généralement, on a souvent des crimes passionnels du genre, c'est un homme qui, peut-être en voulant taper sa femme, a fini par la tuer, ou peut-être une femme, par excès de colère, a tué son mari. Mais rarement on a vu une femme s'en prendre à sa progéniture, c'est que la femme est très proche de ses enfants et autres. Bon, donc, ça pose beaucoup de problèmes. En tout cas, je pense que nous sommes en droit de demander une enquête. D'accord. Rodrigue, ce serait un mauvais roman si vous preniez votre plume pour écrire sur ce qui s'est passé en Colbison, même si on n'a pas encore tous les éléments. Une tragédie bouleversante. Mais moi, je refuse de jeter le propre ici sur son compagnon. C'est vrai que nous n'étions pas là. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais vous voyez que tout de suite, on nie un aspect essentiel dans notre société. C'est l'état d'esprit suicidaire. On aurait été dans une église de réveil quand vous aurez dit qu'elle était certainement possédée par l'esprit de la mort. Voyez-vous, c'est qu'en Afrique, par moment, il y a des signes indicateurs dans nos familles qui montrent une certaine dépression. Seulement, personne ne prend les devants. On aurait peut-être pu sauver ces enfants en les séparant de leur mère qui, visiblement, tenait déjà des propos allant dans le sens de sauter la vie. Et voyez-vous, lorsqu'elle va jusqu'à tuer ses propres enfants, vous savez, le cordon ombilical qui lie une mère à ses enfants rend le sentiment d'amour si intense que si une mère en vient à ôter la vie à ses enfants, c'est qu'elle pense le faire pour leur bien. Voyez-vous, c'est une pauvre victime qui souffre de troubles, qui souffrait, puisqu'il faut désormais parler d'elle au passé, de troubles dépressifs, de troubles de personnalité. Et donc, lorsqu'elle pose un acte comme celui-là, pour elle, c'est parce qu'elle estime que ses enfants ne sauraient vivre sans elle. Et donc, le faisant, déjà, le voisinage même atteste de ce qu'elle disait, qu'elle ira avec ses enfants. Et c'est ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit son
compagnon comme le bourreau, il faut également la voir ici comme une victime. Non pas que je souhaite glorifier, parce qu'après, elle n'est non plus à condamner. Ce n'est pas une folle qu'il faille tout simplement condamner. Il faut aussi, voilà un peu, remettre en question l'attitude des hommes dans notre société patriarcale qui font subir toutes sortes de violences à leurs compagnes, à leurs épouses, à leurs conjointes. Parce que la violence n'est pas que physique, elle est psychologique, elle est verbale. Vous voyez, nous sommes dans une société où la femme est soumise à l'exclusivité de son corps, c'est-à-dire doit réserver son corps exclusivement à son mari, ses sentiments à son mari, tandis que l'homme, lui, peut se permettre justement de courir des jupons, de multiplier des relations autant qu'il le souhaite. On voit même des hommes qui sont mariés au régime monogamie, mais qui ailleurs vont construire d'autres foyers, vont avoir des enfants souvent illégitimes, qu'ils condamnent même parce que ces enfants demain n'hériteront de rien. Et vous voyez donc ces pauvres femmes au foyer qui, à longueur de journée d'ailleurs, ne voient la lumière que pour sortir et se rendre peut-être au marché. Elles sont coupées de toute vie sociale, parce que même les amis, parfois, leurs époux ne souhaiteraient pas qu'elles en aient. Des contacts avec le voisinage, parfois, ne leur sont pas autorisés. Donc, vous imaginez un peu dans quel état dépressif donc ces femmes peuvent se retrouver. Mais seulement dans une Afrique où on a tendance à négliger la chose psychologique, on n'a pas la culture du psy. Voyez-vous, à un moment donné, des gens font même le burn-out parfois en entreprise. C'est-à-dire, ils expriment parfois une certaine lassitude, mais ce qu'on trouve à leur dire, c'est que tout le monde a ses problèmes. Moi, je connais des personnes qui vous diront, hier, à un moment donné, elles ont sombré dans la dépression, mais lorsqu'elles allaient poser leurs problèmes, on leur disait, écoutez, allez prendre une bière, nous tous nous avons des problèmes, si chacun devait ici étaler ses problèmes, nous ne nous en sortirions pas. Et vous avez aussi là un problème structurel, le manque de cellules d'écoute dans notre société. Nous avons pourtant deux ministères. Le manque de cellules d'écoute, mais la culture également. Oui, parce que nous avons deux ministères, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, le ministère des Affaires sociales. Normalement, on devrait avoir de ce côté-là des cellules d'écoute pour des femmes qui, comme celle-ci, ont besoin parfois de s'épancher, de faire part de leur misère quotidienne. Parce que pour donc consulter un psy dans notre pays, Dieu seul sait combien ça coûte, la consultation d'un spécialiste. Donc il faudrait que nous sortions un peu de cet individualisme-là, de cet égoïsme exacerbé qui voudrait que nous laissions des personnes comme cette pauvre dame que nous perdons aujourd'hui avec ses enfants, sans filet de sécurité, sans oreille, qui puisse leur permettre peut-être de retrouver aussi cet espoir qu'on nous vante tant. Parce qu'au final, c'est le désespoir aujourd'hui qui nous plonge dans cette tragédie. François, c'est une véritable tragédie. Ce qu'on sait jusqu'à présent, les premiers éléments d'information parlent justement d'une femme un peu dépassée dans son couple, et puis elle a décidé de partir avec ses enfants pour qu'ils ne subissent pas les humiliations qu'elle a passé le temps à subir, mais de là à ôter la vie aussi facilement à sa progéniture, c'est compliqué, c'est beaucoup plus profond. Oui, Jean-Jacques, rien ne justifie le fait d'ôter la vie à un être humain. Rien. Quel que soit le bout par lequel vous prenez cette histoire, rien ne justifie cela. Donc, et maintenant, je suis d'accord avec Rodrigue, l'écrivain tout à l'heure, quand le tableau qui brousse, c'est exactement le faciès du Cameroun en ce moment-ci. C'est-à-dire que nous sommes dans le désespoir. Tout est dramatique, tout est tragique, tout est difficile, rien n'est beau à voir, tout est laid à voir. C'est le tableau qui brousse exactement le. Donc vous n'êtes pas laid à voir. C'est le tableau. Je crois que c'est la face visible, l'expression réelle de notre société. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Jean-Jacques, chacun peut se faire sa petite idée. Voyez-vous, nous sommes... Je pose la question, c'est pas exagéré, parce que je me rappelle un peu d'un conseil de Constieka qui on rend justement hommage à travers cette émission, qui disait que méfie-toi de tout ce que tu dis à la télévision, tout ce que tu montres à la télévision. Parce que ce jour, je faisais une revue de presse où premier titre, assassinat, deuxième titre, on a égorgé, troisième titre, on a enlevé. Il était à Paris. Constieka m'a appelé après la revue de presse. J'aime bien ce que tu fais, mon petit, mais pose-toi des questions. Est-ce que tu es au service de ton pays? Est-ce que tu vas être utile à ton pays lorsque tu es en train de brosser un tableau aussi sombre de ton pays? Sache qu'il y a des assassinats aux États-Unis et en France aussi, tous les jours. Essaye de voir comment gérer ça pour que les investisseurs puissent quand même venir au Cameroun, ne pas avoir l'impression que c'est une zone totalement rouge.
Voilà. C'est pas moi qui indique. Si on va parler même d'économie, peut-être qu'on va parler des jeunes tout à l'heure, Jean-Jacques. Je ne pense pas que la Banque mondiale et certaines institutions internationales sont fatalement ou bien très intéressées par notre modèle en ce moment. Donc, pas toujours honnête en fonction des intérêts. Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Ce que je voudrais indiquer, en ce qui, c'est pas que je ne suis pas fataliste. Je ne suis pas fataliste. L'idée ici, c'est de dire que c'est le reflet exact de notre société. C'est-à-dire que l'ensemble des faits qui se produisent depuis un moment au Cameroun, vous prenez, ça fait 2 semaines, nous étions sur le sous-préfet de Galimtien, avec 5 femmes et enfants. 3, et ils ont été, on les a enterrés le week-end dernier. À Evodoula, il y a un homme qui a égorgé sa femme avec une machette mise au feu, de l'eau à abattoir. Il y a des abattoirs, on découvre les corps des jeunes filles, ça et là. Maintenant, nous sommes en Colbison. L'idée ici, c'est pas moi qui dis. Et aujourd'hui, peut-être qu'à une époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux relaient tout aujourd'hui. L'idée pour moi était d'indiquer... Les réseaux sociaux du Cameroun. Et d'indiquer qu'il faut une interpellation directe des pouvoirs publics et du gouvernement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment que face à cet ensemble de choses, à cet état de choses, le ministère de la Femme a fait une sortie quand ? Le ministère de la Femme et de la Famille a fait une sortie quand? Le ministère des Affaires sociales a fait une sortie quand? Le sous-préfet en est décédé récemment. Est-ce qu'on a vu la sortie du MINAT? Mais on l'a vu sur les déchets. Jean-Jacques, c'est de ça qu'on parle ici. On voudrait bien voir que le gouvernement prend fait et cause. On a vu des chefs d'État pleurer à Paris, non? Pour 3 personnes mortes à Charlie Hebdo. Mais on veut aussi voir comment, au chevet, on a quand même vu quelque chose qui s'est passé. Ça, c'était à saluer. Lorsque le bébé a été assassiné, dont la vie a été prise à Ngouaikele tout récemment. On a vu tout le monde, voilà, le petit Matisse, on a vu tout le monde mobilisé. Peut-être que tout l'événement, il y avait le nom d'une star qui était associée. Peut-être parce qu'il y avait le nom d'une star qui était associée un peu, mais beaucoup perdre la vie comme ça au Cameroun sans une réaction des autorités, c'est ce que vous êtes en train de dire, et là, c'est pour accompagner cela. Tout à fait, Jean-Jacques. Et c'est le cri d'orfèvre que nous, on lance aujourd'hui. Pour dire, mobiliser, le gouvernement, il est à notre service. On ne peut pas avoir une situation où une dame, vous voyez, nous tous nous spéculons ici, nous allons dire que peut-être c'est l'homme, est-ce que c'est l'infidélité, est-ce que c'est la femme qui a ôté là. Non, c'est pas important. Ce qui est important ici, est-ce que le gouvernement a fait une descente de ce côté-là? Est-ce que les services de la justice sont déjà allés? Les services de suivi, parce que même le conjoint doit pouvoir bénéficier des services de suivi. Même le voisinage, même le voisinage, la famille et tout, comment les prises en charge sont faites? Et à chaque fois, vous allez voir qu'il y a quelque chose comme, je ne sais pas, le spectre qui est du côté de Ngolbison. Vous allez trouver que du côté de Ngolbison, c'est là-bas qu'on avait ôté la vie d'un professeur de mathématiques, toujours au couteau. Donc, c'est pas moi qui brosse le tableau, c'est que ce sont des faits. Et vous, les journalistes, toi qui as une trentaine d'années dans le domaine, tu sais qu'on ne parle que des faits. Et quand il y a des faits, on est obligé de tirer des conséquences. Moi, je ne vais pas en tirer. Mais sauf que, ici, ce qui nous fait mal, c'est que c'est une jeune dame, d'une trentaine d'années à peu près, et des petits et des nourrissons. L'homme, quel que soit le bout, quel que soit ce qu'on peut indiquer ici, est-ce qu'il va me survivre? D'accord. Il va tenir? On aura tout à dire, on aura les résultats certainement des enquêtes, mais il ne va rester que des femmes. Si c'est la thèse qui sera marquée dans les rapports à la fin, des femmes vivent de véritables drames dans les foyers. Personne n'en dit rien jusqu'à ce que les drames de cette nature arrivent. Monsieur le Président, vous avez d'ailleurs le salut du président directeur général qui pense à vous, président de l'association des analphabètes du Cameroun. Mais face à ce genre de situation, vous qui êtes d'obédience musulmane et autres, c'est un drame assez inexplicable. Bon, monsieur Jean-Jacques, vous savez, chaque région a sa part de culture. Mais moi, j'ai dit toujours à mes beaux-frères, mes frères qui épousent des filles de gauche à droite, 4-5, moi je les dis toujours que si ça ne va pas, laissez l'enfant détruit de rentrer chez lui. Ça ne sert à rien parce qu'on te lance les mots, tu lances les mots après, ça commence à faire les problèmes. Et vous-même les femmes, je les dis toujours mes soeurs, je dis que moi, vous-même allez chercher votre mari. Quand tu viens me dire que voici ça c'est mon mari, je te pose la question, c'est ton mari? Oui.
Moi, je ne regarde pas, tu es milliardaire, tu es pauvre. C'est elle-même qui a choisi. Et les jours que si ça ne marche pas, tu me dis que ça ne marche pas, on casse le mariage. Vous faites pas comme les parents nous disent que non, on repart. Ce n'est pas facile, va supporter. Moi, je ne retarde pas sur ça. À Zombo, si ça ne donne pas là, chacun prend sa route. Bon, quand je vois, surtout encore pour toi, bébé, moi j'ai mal en tant que parent quand je vois comme ça. Bon, comme l'enquête est déjà... C'est compliqué. Alors, bonsoir le panel. Rien ne justifie cet acte. La vie de ton enfant ne t'appartient pas. Elle appartient à Allah. Donc, cette femme est juste égoïste, égocentrique. C'est tout. C'est Molu de Yaoundé qui envoie sa contribution. Docteur, il y a le drame. On aura peut-être les éléments d'enquête qui vont élucider tout cela, mais il y a des leçons qu'on doit pouvoir tirer de cette situation-là. Les cas sont nombreux où la vie paraît finalement banalisée au Cameroun. Justement, il faut craindre pour cette banalisation de la vie. La violence, l'acte qui consiste à sauter la vie ou alors à ôter la vie d'autrui est un aboutissement d'un ensemble d'éléments qui concourent à ce que ce type de situation se produise. Regardez même dans nos habitudes au quotidien. Il suffit qu'il y ait une dispute, que quelqu'un vous serre que je vais vous tuer, vous vous amusez, je vous tue. Et au nom, l'action de préméditer, en fait, l'intention de préméditer le meurtre d'autrui devient quelque chose de vraiment de banal dans notre société. Je pense que les pouvoirs publics devraient se pencher sur cette situation. La vie est sacrée. La mère n'a pas créé les enfants, elle les a procréés. Et à partir du moment où ils sont déjà nés, ils sont des citoyens et leur vie n'appartient pas n'appartiennent pas à leur mère. Elle est juste un parent qui devient un guide, qui est chargé de donner l'éducation. Et aussi, Jean-Jacques, il faut remonter. Est-ce que les unions aujourd'hui se font véritablement sur la base de l'amour? Quand je regarde, la dame, elle est très jeune, elle n'a pas 40 ans. Ça signifie que si elle s'est mise en couple avec son conjoint, l'affaire ne dure pas depuis plus de 10 ans. Que le gars s'enlace et soit tourné vers l'extérieur. Chez nos parents, ils sont restés 40-50 ans ensemble. Ils ont eu 50 ans de vie commune. Certains ont même passé plus de 60 ans de vie. Il y a peut-être eu ces cas d'infidélité, ces légions dans notre environnement. Mais qu'un jeune soit complètement porté vers l'extérieur, ça signifie qu'il y avait donc déjà des signes visibles de ce qu'il n'est plus intéressé par sa copine. L'union s'est donc faite sur quelle base? Et c'est là que le ministère de la promotion de la femme et de la famille doit intervenir. Les unions doivent se faire sur la seule base de l'amour. Jean-Jacques, mais l'environnement dans lequel nous vivons est tel que c'est d'autres motivations qui poussent les gens à se marier. Elles sont quelquefois économiques, ces motivations. Aujourd'hui, c'est peut-être l'homme qui est tourné vers l'extérieur. Dans d'autres cas, c'est la femme qui va voir à l'extérieur parce que c'est certainement lassé de vous. Bon, l'argument de l'infidélité, il est trop facile. On doit aller rechercher les causes bien plus loin. Maintenant, est-ce que les conditions qui poussent au suicide sont réunies au quotidien? Un foyer n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des services sociaux quand votre époux, vous estimez qu'il ne consomme pas le mariage ou alors qu'il a failli à ses obligations rappelées par le maire. Il faut même déjà voir dans cette situation, est-ce une situation de concubinage? Est-ce qu'ils sont mariés légalement? Est-ce que véritablement ils sont de manière juridique liés sur le... Est-ce que son époux sait quelles sont ses responsabilités vis-à-vis de sa femme? Nous sommes bantous aujourd'hui. Voilà notre problème, Jean-Jacques. Je ne vais pas soutenir la dame ou alors condamner totalement le monsieur. Nous sommes bantous, nous sommes appelés à avoir quelquefois plus d'une épouse. On ne peut pas être tourné vers une seule femme, mais généralement, les textes font que certains peuvent être amenés contre leur volonté à choisir le régime monogamique. Ils estiment qu'une seule femme, ce n'est pas suffisant, mais la dame doit intégrer, ça doit être un dialogue. Il a des polygamies de fait et des monogamies de juré. Ça signifie que vous êtes monogame sur le plan juridique, mais de facto, vous êtes polygame, comme certains de nos ancêtres ou alors certains de nos patriarches dans nos villages. Que cela ne crée véritablement pas de problème. Tout est dans le dialogue. La femme, quand elle ne vous plaît plus, c'est normal qu'à un moment donné, Jean-Jacques, que votre femme vous dise « vous ne me plaisez plus ». C'est le Jean-Jacques de la jeunesse que j'ai aimé. C'est le Jean-Jacques qui occupait tel poste de responsabilité que j'ai aimé. Maintenant que ces privilèges sont partis, je suis plus avec vous. Pareil pour l'homme. Il suffit de reconnaître
Parce que le foyer ne doit pas être... vous ne devez pas être en couple malgré vous. Oui, justement, parce que lorsqu'elle parle on parle d'humiliation, de peur d'humiliation, parfois ça vient de votre famille. On commence à dire que le mariage t'a même dépassé, tu as échoué de ce côté, tu es revenu avec des enfants, et ainsi de suite. Il y a cette pression qui vient parfois de ta propre famille. On doit rejeter systématiquement cette pression parce qu'elle peut vous pousser justement à la fatalité, le regard des autres. Du tout. Vous êtes dans un partenariat. Quand ça ne marche plus, il y a une résiliation du contrat, vous vous retirez parce que les termes de départ ne sont plus respectés. Et vous pouvez refaire votre vie. Quand vous regardez la femme, elle est jeune, elle a moins de 40 ans, elle pouvait se remarier, elle pouvait avoir d'autres enfants. Elle pouvait même prendre ses enfants et aller les laisser chez ses parents, estimant que l'environnement dans lequel elle fonctionne est déjà devenu nocif pour l'éducation des enfants. Parce qu'un papa qui rentre à 2 heures du matin ou qui sort le vendredi et ne revient que mardi, les enfants qui ont un certain âge le constatent. Ils voient comment leur mère est abandonnée à elle-même à la maison. Et aussi, les parents doivent veiller parce que permettre à des enfants de moins de 20 ans, j'ai assisté à certains mariages, à moins de 25 ans de se marier, est-ce qu'ils sont prêts pour le mariage? Il faut dans une sorte de veille. Les parents doivent appeler régulièrement pour demander comment ça se passe parce qu'ils ne sont pas encore totalement mûrs. Une autre maman plus expérimentée aurait surmonté la question de l'infidélité. Dans mon village, on dit même qu'on ne quitte pas son mari parce qu'il est infidèle. Ce n'est pas un problème. Mais si la maman n'a pas suffisamment éduqué sa fille dans ce sens, pour lui dire que ton mari est encore jeune, il déborde d'énergie, il peut être tenté d'aller voir ailleurs. Quelquefois, il arrive que la situation économique de l'homme s'améliore, qu'il soit détenteur d'un capital financier et qu'il se découvre en lui de nouveaux talents de dragueur parce qu'il veut aller ailleurs. Les mamans savaient comment réguler cette période délicate dans le foyer. C'est pourquoi j'indiquais préalablement que le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Bonsoir le panel. Vraiment, les femmes sont hypocrites. Si vous cherchez cette belle dame, les beaux enfants, vraiment, ça fait très mal. Quand je regarde bien avec mon expérience actuelle, elle est bien dans son foyer, le pasteur, où une copine est cachée derrière ce drame à travers des mauvais conseils. Laissez l'homme tranquille, la maman doit supporter le mariage. C'est Lucien qui dit que derrière, parfois, il y a une copine ou un pasteur. Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. Au sujet du drame, je trouve que le comportement des voisins est à condamner. Dans la vidéo, quand les voisins sont venus, la dame baignait dans le sang avec une entaille au poignet et un homme l'insultait. Diable, comment tu peux tuer les enfants? Tu attends quoi pour mourir? Et une dame disait à la dame, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre et regretter toute ta vie ce que tu viens de faire. Oui, c'est ce qu'on entend dans la vidéo. Malheureusement, aucune des personnes présentes n'a eu la présence d'esprit de la prendre pour aller à l'hôpital, car elle pouvait vivre et faire comprendre sa souffrance. Calistalom, depuis Yaoundé, c'est un peu ça le phénomène. Hein. On vient d'abord avec les caméras, tout le monde veut d'abord filmer, mais on ne s'engage pas à sauver véritablement. Simon, on va sortir par là. François a beaucoup indexé les pouvoirs publics, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, le ministère des Affaires sociales. Il y a beaucoup de drames, mais il semble ne pas lire des réactions de ces départements ministériels-là. La famille semble un peu en péril avec des féminicides, les infanticides qu'on voit ces derniers temps. Non, mais vous savez, beaucoup d'entre nous sommes toujours prompts à condamner l'État et à dédouaner les principaux bourreaux. Vous avez choisi librement d'être avec une femme. Vous avez fait des enfants. À partir de cet instant, au-delà de l'amour, il y a un autre intérêt plus grand encore. C'est travailler pour ces enfants-là. Et donc, au lieu de conscientiser ceux-là qui s'engagent dans le mariage, on dit plutôt qu'il faut qu'un ministre descende, ainsi de suite. Même si le ministre descend maintenant, ces personnes seront enterrées. C'est la triste réalité. Le petit Mathis a été enterré. Et non, c'est ça le problème. Il reste et demeure qu'aujourd'hui, on a banalisé le crime. Oui. Le principal bourreau, si cette histoire est vraie, c'est... Parce qu'il y en a qui envoient des messages pour dire qu'est-ce que cette affaire-là n'est pas un assassinat déguisé. Ça peut être, puisqu'on a vu une situation comme ça à Bolova. C'est-à-dire que une dame restait avec un monsieur, le monsieur de bourreau qui est venu assassiner son mari,
a envoyé la dame dans sa famille, dire à sa famille que, du moins dire à la famille du marié que, évidemment, que leur frère est en train de vouloir se suicider. Quand ils sont rentrés, ils ont trouvé que la gorge du monsieur était tranchée, le monsieur avait le couteau en main comme ça. Tout le gars, comme d'habitude, tout le monde a dit qu'il s'était suicidé, parce qu'il y avait une lettre qui était là. Par la suite, il y a eu quand même un commissaire de police qui, en revoyant les faits, s'est rendu compte qu'il est très difficile de se suicider avec un couteau à travers la gorge. C'est-à-dire, vous n'arriverez pas. C'est comme ça que la femme est passée aux aveux. Donc, on a des crimes rituels, on a un certain nombre de choses, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela que moi, je suis un peu très distant par rapport à tout cela. Mais quoi qu'il en soit, quand vous avez des enfants, vous pouvez connaître des erreurs. Mais quand vous avez des enfants, vous avez le devoir absolu, parce que l'homme a deux rôles fondamentaux. Protéger et partager. Ça veut dire qu'il partage tout ce qu'il a avec sa famille et il protège sa famille. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes frappé d'infidélité que vous ne pouvez plus protéger votre famille. C'est ça dont il est question. Sinon, vous pouvez vous rendre compte que votre conjointe, votre épouse est en train, il y a un certain nombre d'éléments qui ne sied plus. Et vous êtes en droit, soit de vous poser, soit essayer de voir l'entourage, parce que l'entourage aussi peut vous dire un certain nombre de choses et vous prenez vos responsabilités. Mais dans ce cas de figure, on est dans la logique de vouloir dire oui, non. Mais en réalité, si c'est le cas, lui-même, il doit s'auto-condamner. Ce n'est pas possible. C'est une irresponsabilité absolue. C'est-à-dire que si aujourd'hui, votre femme vient à se suicider, vous êtes le premier responsable. Même si la justice ne va pas vous condamner, mais la condamnation que vous devez avoir vis-à-vis sur le plan social, d'ailleurs même, je ne vois même pas une autre femme qui doit même d'abord rester avec vous parce que vous êtes un mobile de suicide. C'est ça dont il est question. Je crois que nous venons de perdre quelque chose de très grand parce qu'on perdait 3 enfants. Les enfants sont la pupille, le renouvellement d'une nation. Et donc ça ne doit pas être quelque chose de banal. Nous pouvons exhorter ici, effectivement, ce ministère de prendre à parce que ce problème devient grandissant. C'est-à-dire que les femmes sont devenues la cible de beaucoup de bourreaux aujourd'hui. Rien ne justifie que la vie est facile. Parce que moi, il y a l'occidentalisation de nos mœurs qui va dans tous les sens. On veut tout expliquer par... Non. Je crois qu'aujourd'hui, il faut rentrer dans nos coutumes et traditions pour comprendre le rôle sacré du mariage. Le mariage n'est pas un contrat. Le mariage est un pacte. Quand vous vous engagez, prenez bien la peine de regarder avec qui vous serez. Et vous devez savoir que c'est pour la vie. Et donc, de ce fait, tout ce que vous faites doit être dans ce sens-là. C'est ça dont il est question. D'accord. Merci Simon, bonsoir à tous sur le plateau, mais ça devient grave, hein. Réveillons-nous, la santé mentale est délicate et l'Afrique néglige ce facteur entre capitalisme et pression sociale. Nous devenons des animaux féroces et donnons naissance à des diables. Ted Mbenti, merci beaucoup Ted pour ce message-là. Ça ressemble bien à des assassinats masqués. On attend bien que les enquêtes puissent établir les mobiles, qu'on comprenne davantage ce qui s'est passé de ce côté-là. Merci beaucoup pour ces messages. Nous allons permettre justement aux enquêteurs de faire le travail qu'il faut pour que lumière soit faite autour de cette affaire. Allons-y à la thématique principale, le temps de prendre un verre d'eau, de respirer et de retrouver nos panélistes derrière.